instaurés par les uns et par les autres. Mon sentiment, c'est que le blocus américain est plus permissif que le blocus des gardiens de la Révolution. Pourquoi je dis ça? Parce que on sait, et il y a beaucoup d'éléments qui concourent pour dire que des navires qui vont vers la Chine passent. Bon, ça fait partie. On se souvient que Donald Trump était en Chine il n'y a pas si longtemps. Alors justement, est-ce que général, ces navires, ils ont pu passer parce qu'il y avait à l'horizon la visite du président américain à Pékin? Il y a des grands équilibres et je pense que Donald Trump veut pas irriter le président chinois alors ils essayent ensemble de trouver des voies et moyens. C'est pas forcément une mauvaise idée, hein, mais donc il y a un déséquilibre. Ce que je veux dire, c'est que globalement, les Iraniens ont pris la main, si vous voulez. C'est eux qui ont l'avantage. Ils ont l'avantage d'anticipation. Leur blocus se situe en amont du blocus américain, donc ceux qui ne veulent pas laisser passer n'arrivent pas dans les eaux internationales, si je puis dire, même si le détroit d'Ormuz fait partie des eaux internationales. C'est tout le problème. Hein, mais dont acte. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est le temps qui passe. On a passé beaucoup plus de temps dans un dans un cessez-le-feu que pendant la guerre. Et puis, la situation se dégrade. Et on attend, on tergiverse. Regardez, pour en parler peut-être mieux que moi, mais j'ai lu quand même que sur les lubrifiants de synthèse, il commençait à y avoir des vrais problèmes parce que il y a 3 pays du Golfe Persique qui produisent ce type de lubrifiants qui sont indispensables sur les voitures modernes. C'est les huiles de synthèse. Bon, on va forcément arriver. Et tout ça, c'est des éléments qui viennent des États-Unis. Parce qu'évidemment, il y a une attention spécifique. La voiture aux États-Unis, mais chez nous aussi. Regardez, parce qu'il y a ces images qui sont envoyées par les Américains, et vous parliez d'une confrontation à fleur et moucheté. Vous disiez la bataille d'Ormuz n'a pas eu lieu, mais il y a des tirs. Il y a des tirs de la part des Iraniens qui ont montré, eux, dans leur propagande. Alors je le dis à chaque fois, hein, pour vous qui nous regardez, vous qui nous êtes fidèles, vous le savez, propagande partout. Propagande américaine, propagande iranienne, propagande israélienne. C'est la guerre. Hein. Donc et vous qui nous regardez, la distance nécessaire pour analyser, comprendre ces images. Là, ce sont les Iraniens qui montrent un drone en train d'approcher d'un navire. On ne connaît pas le pavillon de ce navire à 7 heures. Et ils l'ont tapé. Ils l'ont tapé avec leur drone. Mais est-ce que, nous ne sommes pas, au vu des images et de ce que vous disiez, Général, plutôt dans la situation de ni paix ni guerre? Ce qui est peut-être pas la pire par rapport à la guerre, mais effectivement par rapport au blocage de l'économie mondiale. Ça constitue ni paix ni guerre. C'est compliqué. Ça veut dire pas de sortie. Je pense que vous avez raison, On voit bien que les tensions et les forces sont divergentes. Vous voyez l'attitude des pays du Golfe qu'on peut comprendre. Ils savent très bien ce qui les attend si la guerre en tant que telle repart. C'est les premières cibles. Et c'est des cibles qui sont à risque. Ils n'ont pas eu le temps de constituer. On imagine bien. Personne n'aurait eu le temps de constituer un véritable rideau, un mur, un dôme, de tout ce qu'on veut. Ça veut dire qu'ils en prendront. Bien sûr. Certains missiles, certains drones passeront. Sans doute que cela explique pourquoi ils ont fait pression. En tout cas, c'est le président américain qui le dit. Sur Donald Trump. Vu de leur place, c'est légitime. Et d'un autre côté, on a Netanyahou qui veut avancer sans vraiment, à mon sens, sans vraiment d'objectif clair, parce qu'il sait que le régime ne sera pas renversé. Pas comme ça. Il faudra une guerre pour renverser le régime. Vous voulez dire au sol. On l'a compris maintenant. Donc, et je suis pas sûr qu'on soit capable de le faire. En 91, on l'a fait. Là, vous parlez de l'Irak. Autre temps, autre mœurs, si je puis dire. Oui, l'Irak, on a créé une coalition parce que Saddam Hussein avait pris le Koweït. Les temps ont changé, semble-t-il, mais ça va pas arranger nos affaires. Parce que c'est les Iraniens qui tiennent les cartes, c'est ça le fond. On va creuser ça vraiment en détail. On va réécouter d'ailleurs Donald Trump qui s'est exprimé ces toutes dernières heures en disant que les choses ne tiennent plus qu'à un fil. Mais juste un dernier mot sur Hormuz avec vous, Hélène, parce que le général disait il y a un blocus peut-être un peu plus permissif. On a un peu un ordre d'idée. On sait qu'avant le début du conflit, il y avait 120 navires par jour qui passaient. Là, la circulation n'a pas repris, mais il y a quelques navires qui passent. Alors, ce que disait donc Reuters en citant un organisme américain qui compile des données, c'est qu'effectivement 120 à 140 navires par jour
avant le conflit. Et entre le 18 avril et le 6 mai, moins de 60 navires auraient traversé. Bon, donc c'est la bataille des chiffres, parce que honnêtement, c'est compliqué de tout vérifier. Non, mais ça donne une idée. Ça donne une idée. Ce serait moitié moins par jour. Non. Là, c'est pas par jour, c'est sur une période, donc ça serait beaucoup moins. Oui, parce que notamment les Iraniens ont réussi à imposer ce filtrage. Les bateaux qui passent sont ceux qui ont soit un accord visiblement entre leur gouvernement et les Iraniens. On ne sait pas s'il y a contreversement d'un péage. Ça, c'est très opaque, parce qu'évidemment, ceux qui éventuellement paieraient ne peuvent pas le revendiquer. Pas oublier que l'Iran est sous sanctions américaines. Donc les paiements sont sous sanctions américaines. Donc c'est pour ça que c'est embarrassant de le dire officiellement. Donc tout ça est très opaque, mais effectivement, ce filtrage à la fois mis par la force et aussi en fonction des partenaires qui font face à l'Iran, fonctionne. Bon, au moment où nous vous parlons, et Dominique, je voudrais vraiment avoir votre regard sur cette toute dernière déclaration de Donald Trump. Au moment où nous vous parlons, une nouvelle proposition de paix a été envoyée par les Américains aux Iraniens. Donc il faut avoir ça en tête. Ça se déroule en ce moment. Les autorités iraniennes, dans leur, sans doute, division aussi, dans leur complexité à Téhéran, sont en train de regarder. Il faut avoir en tête qu'il y a un personnage très important, c'est le maréchal Mounir, qui dans les toutes prochaines heures, voilà, vous pourrez suivre ça sur LCI, va arriver à Téhéran. C'est le chef de l'armée pakistanaise. On sait qu'il est au cœur des négociations. Et Donald Trump, dans ce contexte, il dit ceci. C'est vraiment à la limite, croyez-moi. Si nous n'obtenons pas les bonnes réponses, ça ira très vite. Nous sommes prêts à passer à l'action. Nous devons obtenir les bonnes réponses. Il faudra une réponse complète et parfaite à 100%. Et si nous y parvenons, nous gagnerons beaucoup de temps, d'énergie et surtout nous sauverons des vies. Dominique. Non, mais l'impression qui domine, c'est que Donald Trump, lui, n'a pas envie de reprendre la guerre. Mais il a Tel Aviv qui veut reprendre la guerre. Et Israël a envie de reprendre la guerre. Et donc il y a évidemment la bataille, la guerre entre Téhéran et les États-Unis, mais il y a aussi des tensions entre Israël et les États-Unis qui sont en train d'apparaître. On parlait tout à l'heure d'un entre-deux. Ni paix, ni guerre, disait Elisabeth. En fait, quand on regarde les cours du pétrole, c'est exactement ça qu'on voit. C'est-à-dire que vous avez un cours du pétrole qui est ce matin à $108 le baril. Ça baisse, là. Il n'est plus... Ça baisse un peu. Ça baisse. Mais il n'est plus à 70, mais il n'est pas non plus à 150 ou 200. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, on disait, les experts disaient, ça va monter à 150, $200. Donc on est vraiment dans un entre-deux. Cet entre-deux, nous en sommes les victimes aussi en Europe. L'économie mondiale, dans son entièreté, en est victime. On ne voit pas très bien comment ça va avancer. Alors vous parliez les uns et les autres d'un échange de la relation entre Trump et Netanyahou. Il y a eu un échange téléphonique entre les deux leaders particulièrement tendu. Et on va vous en raconter les coulisses dans un instant. La relation se dégrade. Mais restons ensemble parce que vous aurez toutes ces informations en nous suivant. Mon général, vous vouliez rebondir. Oui, alors d'abord, je pense pas, vous pourrez me reprendre évidemment, mais on se focalise, si vous voulez, Donald Trump il se focalise sur le cours du pétrole, sur le cours de la bourse, très bien. Mais je pense que les vrais problèmes ne viendront pas forcément du pétrole lui-même. J'ai évoqué par exemple les lubrifiants. On a parlé évidemment des fertilisants. C'est tout ça qui va peser. Le pétrole, on en produit. Et puis, il faut rentrer dans le vif du sujet sur la qualité des pétroles qui sont produits, par qui, où. Donc, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais il y a des domaines où là, déjà, on sait que l'été va être difficile. Il y a notamment un exemple qui est rarement mentionné, c'est que les cargos circulent avec un pétrole très spécial. C'est un fuel très spécial qui vient de cette région-là. Et donc, il faut savoir que l'ensemble des compagnies mondiales ont ralenti la vitesse de leurs navires pour moins consommer. Donc il y a le soufre, les lubrifiants, les engrais, mais il y a aussi vous vouliez ajouter un point ? Allez-y, mon général. Oui, simplement pour dire que la question qui se pose vraiment à Donald Trump, c'est comment il peut faire changer le cours des choses, qui pour l'instant est favorable. Les Iraniens ont pris la main et ils s'en servent bien et ils prennent bien garde de la garder. Et donc il lâche rien en fait. Les positions sont très opposées quand on regarde. Il n'y a pas beaucoup d'intersections entre les deux. Il dit on avance, mais on n'avance pas du tout. Et
est-ce que la guerre, la question pour Donald Trump, est-ce que la guerre peut changer le cours des choses ou amplifier ce phénomène? C'est ça. Alors vous savez, c'est un dilemme qui est terrible. Justement, on m'indique en régie que nous avons de nouvelles informations qui nous proviennent d'Iran. C'est Siavosh Ghazi qui est connecté depuis Téhéran, parce que je vous le disais, vous qui nous regardez, le maréchal Mounir arrive dans les toutes prochaines heures. Il est au cœur des négociations. C'est le chef de l'armée pakistanaise. Siavosh. Alors, et là, il y a alors que le président Trump dit la situation ne tient plus qu'à un fil. Vous vous demandez sûrement ce que les Iraniens vont répondre à ce nouveau plan de paix qui a été présenté aux autorités de Téhéran. Siavosh, où en sommes-nous, Siavosh, sur le plan diplomatique? Les négociations entre l'Iran et les États-Unis s'accélèrent. Hier, le ministre pakistanais de l'Intérieur est venu à Téhéran pour la seconde fois depuis une semaine. Aujourd'hui, c'est le tour du chef d'état-major des forces armées du Pakistan qui doit venir, donc qui a joué les intermédiaires entre l'Iran et les États-Unis. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les négociations se poursuivent sur la base du plan en 14 points de l'Iran. Donc, des échanges se poursuivent donc de manière plus accélérée. Mais Téhéran reste concentré sur l'annonce de la fin des hostilités, à la fois en Iran mais aussi au Liban, ainsi que donc le nouveau régime du détroit d'Ormuz que les États-Unis doivent accepter selon Téhéran, ainsi que des réparations de guerre et les taxes que l'Iran veut obtenir, ainsi que la levée des sanctions américaines contre Téhéran. Et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans une interview accordée à un journal brésilien, a affirmé pour quelles raisons l'Iran doit envoyer à l'étranger ses stocks d'uranium. Cela n'a pas de sens, a-t-il affirmé. Donc sur le dossier nucléaire, Téhéran reste également ferme. Donc pas question pour l'instant d'envoyer à l'étranger les stocks d'uranium enrichis de Téhéran. Siavosh, merci Siavosh Ghazi. Menace américaine de reprendre les frappes à grande échelle, contre-menace iranienne. Regardez ce que nous avons pu voir ces toutes dernières heures à la télévision d'État iranienne. On écoute. Un avertissement ferme du corps des gardiens de la révolution islamique. La guerre régionale annoncée s'étendra au-delà de la région si les agressions se répètent. Dans un communiqué, le CGRI, tout en rappelant les défaites répétées de l'ennemi américano-sioniste, a averti que si les agressions contre l'Iran se répétaient, la guerre régionale annoncée s'étendrait cette fois-ci au-delà de la région et que nos coups écrasants frapperaient dans des endroits que vous ne pouvez imaginer, vous laissant complètement dévasté. Mon général, menace à prendre au sérieux, parce que au-delà de la région, pardon, mais vous qui nous regardez, vous l'avez compris, c'est nous, c'est l'Europe. Ça veut dire quoi? Des missiles jusqu'à nos villes et nos campagnes, des attentats terroristes téléguidés. Et les Iraniens, ils sont, qu'est-ce que vous voulez, ils sont maîtres du jeu aujourd'hui, il faut le reconnaître. Hein, et donc, ils jouent avec tout, avec les opinions occidentales, les opinions en disant est-ce que tout ça vaut la peine, quoi, finalement, parce que on va sentir, on le disait à l'instant, de plus en plus le poids de cette guerre ou de cette non-guerre, mais peu importe. Et ils ont intérêt, enfin, en se mettant à leur place, ils ont intérêt à faire peur. Parce que plus ils feront peur, et moins on aura envie d'aller leur faire la guerre. Vous voyez, ils dissuadent en quelque sorte. Ils ont une dissuasion.